Nous sommes sur le site d'exploitation d'Auchin Énergie. Auchin Énergie est une installation de biométhanisation de 1,2 MWh électrique. Et donc aujourd'hui, c'est une journée organisée par Valbiom sur la thématique des réseaux. Ici, on est sur une installation donc, de biométhanisation agricole. Donc nous traitons majoritairement des effluents d'élevage pour 65% de notre ration quotidienne, 20 à 25% de cultures intercalaires et cultures dédiées. Le reste sera des sous-produits de l'agroalimentaire ou produits potentiellement intéressants tels que des tontes de pelouse locales. La biométhanisation d'Auchin Énergie est installée sur la commune de Claviers, valorise ses produits dans les digesteurs que l'on voit derrière nous. Les deux moteurs de 600 kW électriques chacun produisent l'énergie électrique réinjectée sur le réseau transformée en 15 000 volts et la chaleur est transportée par une conduite souterraine vers un consommateur final à 1 km qui est une maison de repos. Alors donc, la thématique principale aujourd'hui, ce sont les communautés d'énergie renouvelable. Donc on a eu donc, la visite ici de l'unité d'Auchin Énergie et on va passer maintenant à une séance de conférence. Donc je commencerai par vous présenter l'optimisation de la valorisation de chaleur renouvelable. Ensuite, je laisserai la place à M. Renaud Dachouf, qui est développeur de projet au cluster TWID, pour vous présenter les communautés d'énergie renouvelable comme modèle de partage transposable au biogaz. Ensuite, on aura le témoignage de Grégory Rassel, gestionnaire de l'unité d'Auchin Énergie. Et on terminera la séance par l'intervention de M. le ministre Willy Borsu et par une séance de questions-réponses. Voilà, donc je vous demanderai de garder simplement vos questions pour la fin des trois premières présentations. Voilà. Alors, donc, on va commencer par, c'est une première question ici, donc c'est comment optimiser la valorisation de la chaleur renouvelable. Alors d'abord, évidemment, le petit rappel et la contextualisation. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore familiarisés avec la biométhanisation, donc c'est une digestion anaérobie, c'est similaire à ce qu'on retrouve dans le rumen des bovins. Et c'est possible grâce à des bactéries spécialisées, dites méthanogènes. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre des matières premières organiques et on va les mettre dans une cuve hermétique, donc en absence d'oxygène, et ça va permettre de produire notamment du biogaz qui contient du méthane et du CO2. Alors ici aussi le petit schéma de principe général que beaucoup d'entre vous connaissent déjà très bien. Donc on part du stockage des matières entrantes qu'on va ensuite introduire dans le digesteur. Dans ce digesteur, on va produire deux choses, le biogaz d'une part et le digestat. Si on s'intéresse au biogaz, donc, comme c'est le cas notamment ici sur cette unité, on va le valoriser dans un module de cogénération. Ce module va permettre de produire de l'électricité qui sera directement réinjectée sur le réseau et de la chaleur qui peut être utilisée, qui est utilisée pour les besoins fonctionnels de l'unité, notamment pour chauffer le digesteur, mais le restant de chaleur peut être utilisé à d'autres fins. Le digestat, donc là tout simplement, on va le stocker en attendant de pouvoir l'épandre aux bonnes périodes sur les parcelles agricoles. Alors un petit point aussi sur le PAS 2030 qui est sorti très récemment. Donc simplement ici retenir que les objectifs ont encore été relevés, donc on doit atteindre maintenant 29,4% d'énergie issue de sources renouvelables à l'horizon 2030. Si maintenant on fait un focus sur la chaleur renouvelable, donc la part de chaleur renouvelable dans le chauffage et le refroidissement, eh bien là aussi on tombe à peu près sur le même chiffre, donc on doit atteindre 29% en 2030, donc c'est quand même une sacrée augmentation. Et donc où est-ce qu'on va aller chercher finalement cette part de chaleur renouvelable? Donc on voit ici de nouveau à partir du PAS 2030, on voit qu'on va aller chercher dans le solaire thermique, dans la géothermie, dans les pompes à chaleur et, ce qui nous intéresse particulièrement chez Valbiom, la biomasse. Donc soit la biomasse qui est utilisée directement en chaudière, donc la biomasse solide, mais aussi la biomasse qu'on peut utiliser donc, en biométhanisation vers de la cogénération. Et on voit que dans les deux cas, on augmente d'une part pour les chaudières de 64% entre 2019 et 2030 et plus 58% entre 2019 et 2030 pour la partie cogénération. Donc voilà, les objectifs sont quand même assez importants.
Et donc ici, voilà, moi je vais vraiment axer cette deuxième partie de présentation sur les réseaux d'énergie thermique. Donc on parle plus souvent de réseau chaleur, mais le terme exact vraiment c'est réseau d'énergie thermique. Donc on s'intéresse à cette partie-là. Alors évidemment, il y a un contexte réglementaire derrière ça. On part de deux directives, une directive qui est relative à l'efficacité énergétique et l'autre à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Alors, ces directives sont transposées en décret et ensuite en AGOE. AGOE du 7 juillet 2022 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et au réseau d'énergie thermique. Alors, tout ce contexte réglementaire a pour objectif d'organiser finalement le marché de l'énergie thermique, un peu à l'image du marché de l'électricité ou du gaz, et de clarifier la gestion des réseaux, de ces fameux réseaux d'énergie thermique. Donc il existe une stratégie pour une consommation de chaleur plus durable en Wallonie. Donc l'idée, c'est d'avoir des réseaux de chaleur ou de froid qui seraient alimentés par des cogénérations, des énergies fatales, donc de la chaleur de récupération de process qui serait naturellement perdue, mais aussi de sources d'énergie renouvelables. Alors l'AGOE parle aussi de réseaux d'énergie thermique dits efficaces. Alors dans notre cas, qu'est-ce qu'on entend par efficace? C'est par exemple un réseau qui aura plus de 50%, enfin qui serait alimenté par plus de 50% de chaleur issue d'énergie renouvelable, ou alors 50% d'énergie thermique fatale, par exemple. Il existe 3 catégories de réseaux d'énergie thermique, les petits, les moyens, les plus grands. Donc les petits, ce sont les réseaux de proximité. Donc on va jusqu'à 200 kW installés thermiques, donc du côté consommateur, et moins de 25 raccordements. Ensuite, on a les réseaux collectifs, donc là on est entre 200 kW et 1 MW, et les réseaux urbains, les plus gros, supérieurs au mégawatt et plus de 250 raccordements. Alors on peut tomber du coup dans plusieurs catégories. Si par exemple on a un réseau qui est supérieur à 1 MW mais avec moins de 250 raccordements, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend simplement la catégorie la plus contraignante. Alors il faut savoir aussi que les réseaux d'énergie thermique de proximité, les plus petits, ne rentrent pas dans le champ d'application de plusieurs chapitres de l'AGOE du 7 juillet 2022, mais par contre ils peuvent s'y conformer sur base volontaire. Donc ici, la slide que je vais vous présenter maintenant ne concerne pas ces petits réseaux, tout simplement. Donc on passe maintenant aux acteurs et leurs rôles respectifs. Donc ici, on repart de l'unité de biométhanisation, par exemple, ici à Auchin, qui va produire du coup de l'électricité et de la chaleur. Si on s'intéresse à la chaleur, du coup, on va parler ici de producteurs, donc on peut en avoir un ou plusieurs. Donc ici, un producteur qui est producteur du site de production d'énergie thermique, qui va aller du coup vers ce fameux réseau d'énergie thermique. Et là, ensuite, on va parler d'un autre acteur qui est l'opérateur de réseau, qui va gérer la partie technique du réseau, la maintenance, les nouveaux raccordements et également le reporting vers l'administration. Entre les deux, on a l'acteur qui est le fournisseur, le ou les fournisseurs, qui vont avoir le rôle de commercialiser l'énergie thermique produite et qui vont gérer les différents contrats entre les différentes parties prenantes. Vous avez bien entendu les consommateurs, donc les utilisateurs finaux de cette énergie thermique, et l'administration. Donc là, c'est l'opérateur de réseau qui doit rendre des comptes à l'administration, qui jouera donc du coup son rôle de support et de contrôle. Il faut savoir aussi qu'on peut cumuler les rôles de producteur, fournisseur et opérateur de réseau. Bon à savoir. Alors finalement, pourquoi utiliser un réseau d'énergie thermique? Donc ici, voilà, c'est évidemment pas une liste exhaustive, mais on peut retenir par exemple le fait qu'on va pouvoir réduire les coûts de l'énergie thermique via la loi des marchés, l'offre et la demande, réduire les risques, que ce soit en termes de combustion, de polluants au sein des bâtiments. On va réduire les coûts de maintenance, on pourra utiliser des équipements qui seront plus performants, on peut valoriser de la chaleur, donc des sous-produits thermiques, de la chaleur fatale, ça c'est plutôt intéressant aussi. On va pouvoir percevoir la chaleur comme un service, au même titre que l'électricité ou le gaz. Et étant donné qu'on va centraliser les équipements de production de chaleur, on va pouvoir aussi augmenter leur fiabilité de ces mêmes systèmes. Et on va pouvoir aussi favoriser l'implantation des sources d'énergie renouvelables. Donc, en mutualisant, tout simplement, on va diminuer les investissements. Donc, les réseaux d'énergie thermique, c'est évidemment des outils d'efficacité au service d'opportunités locales.
Une petite synthèse des mesures au niveau régional également. Donc on a différentes mesures qui ont été, qui sont ou qui seront suivies en vue d'encourager le développement de ces réseaux d'énergie thermique. Donc on a 5 piliers, dont notamment la décarbonisation, l'efficacité énergétique et la sécurité énergétique. Alors certaines mesures ont bien entendu des impacts directs. On peut citer le soutien à la valorisation de la chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables et fatales, donc la chaleur récupérée. On peut aussi avoir une mise en place des communautés d'énergie renouvelable. Donc là, je laisserai M. Dachouf en parler mieux que moi. Il y a également la mise en place d'aides à mur et bas, donc pour ce qui est des études. Donc vous avez aussi une aide pour pouvoir étudier ce type de projet. Et les aides à l'investissement, donc l'utilisation durable de l'énergie, les aides UDE, qui permettent d'investir. Et alors au niveau communal, on a aussi une obligation d'étudier des solutions de réseaux d'énergie thermique ou simplement des solutions d'énergie renouvelable pour les nouveaux projets. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a des objectifs qui sont très ambitieux, que ce soit pour 2030 ou même encore plus ambitieux pour 2050, en termes d'énergie renouvelable, de réduction des gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique. La chaleur renouvelable a un rôle important à jouer là-dedans. On va vers un contexte qui est favorable au développement de ce type de réseaux, qui vont du coup se baser sur des modèles de réseaux classiques de distribution d'électricité ou de gaz. Et donc c'est un jalon supplémentaire vers la mise en place de ces fameuses communautés d'énergie renouvelable. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la place à M. Renaud Dachouf. Merci. À droite, c'est ça ? Voilà, bonjour tout le monde. Merci Philippe pour cette intro et cette présentation d'experts. Nous ici, donc, je vais peut-être venir vous parler d'autre chose que ce dont vous avez souvent l'habitude d'entendre parler. On va parler dans un premier temps des communautés d'énergie électrique. Donc il y a effectivement un nouveau cadre légal qui a été validé la semaine passée par le gouvernement et qu'on a accompagné. Et puis dans un deuxième temps, peut-être voir un peu, si on devait transposer ce qui a été fait ici depuis quelques années sur l'énergie électrique, comment est-ce qu'on pourrait le valoriser sur la biomètre. Alors d'abord un tout petit slide ici pour présenter un petit peu qui nous sommes. Cluster TUID, en fait on a une ASBL, TUID ASBL, qui hub 2 clusters. Cluster TUID depuis 15 ans maintenant et cluster H2O depuis 1 an. Et donc on a 6 métiers d'innovation, internationalisation, partenariat, c'est un peu ce qu'on fait ici, knowledge center, mapping, networking, qu'on essaye d'appliquer à différents écosystèmes. Des écosystèmes qui ont le vent en poupe pour l'instant. On parle beaucoup d'hydrogène, donc on a monté un écosystème qui s'appelle H2 Hub Wallonia. Les réseaux de chaleur, on a la géothermie, qui est quelque chose qui se développe de plus en plus avec un nouvel appel et plusieurs projets qui ont été sélectionnés. On va aussi monter un écosystème structuré et soutenir un écosystème là-bas. Et puis les communautés d'énergie locales, évidemment, qui sont l'écosystème dont moi je m'occupe principalement depuis 3-4 ans maintenant, et sur lesquels on a fait pas mal d'avancées, on a fait beaucoup de projets et pas mal de discussions aussi là autour. Donc, pour faire un petit historique de ce qu'on a fait, nous, Cluster TUID, via Ceracle. Donc Ceracle, c'est le nom de cet écosystème-là. Depuis quelques années, on a vu en 2019 une législation, donc on était les premiers en région wallonne à avoir un décret qui stipulait un peu comment est-ce que les communautés d'énergie allaient pouvoir se mettre en place. La réaction du secteur, de nos membres, donc on a en gros 200 membres qui sont de la recherche et des fournisseurs de produits de l'énergie. Nos membres se sont dit, oulala, là on voit une opportunité pour nous, la région wallonne est la première en Europe à avoir un cadre, il faut qu'on se structure et qu'on propose des services. Et donc il y a eu une vingtaine de projets comme ça, donc, qui ont émergé, projets de recherche, projets d'investissement, en tout cas des Living Labs à proposer. Et on a réagi directement avec le pôle Mécatech en proposant une guidance, en essayant de faire en sorte que chacun développe des compétences bien particulières sans avoir trop d'overlap entre les différents partenaires, évidemment, et en essayant de présenter ça et d'organiser un petit peu ce portefeuille de projets. Donc on avait quand même 30 millions d'euros de projets qu'on encadrait au gouvernement, aux régulateurs, aux stakeholders et au secteur pour essayer d'informer un maximum. On a ensuite essayé évidemment de concrétiser ces services, ces projets et ces technologies dans des Living Labs, des démonstrateurs, de manière à pouvoir nourrir évidemment tout ce travail législatif
qui étaient en cours. Donc c'était assez fastidieux comme travail, mais c'était assez riche en échanges. On a vu qu'effectivement, on vient d'un secteur d'énergie qui était centralisé. Là, on décentralise, on détricote un petit peu ce qui a été fait depuis 10 ans. Et donc, on a fait face à certains écueils. Et maintenant, effectivement, comme Philippe l'a teasé, on a un nouveau cadre légal depuis le 17 mars, donc les AGOE qui sont venus et qui ont permis eh bien, maintenant de pouvoir, théoriquement en tout cas, développer ces communautés d'énergie électrique. Alors, communauté d'énergie, qu'est-ce que c'est? Je pense que ce slide-là est intéressant. C'est en fait une autoconsommation collective. Donc il y a plusieurs degrés d'autoconsommation. Il y a l'autoconsommation individuelle, ça c'est celle que tout le monde connaît. J'ai des panneaux chez moi, j'autoconsomme et puis ensuite je ponctionne sur le réseau ou j'injecte sur le réseau le surplus ou le delta dont j'ai besoin. Il y a l'autoconsommation collective qui est prévue, qui se fait au sein d'un même bâtiment. En gros, c'est une communauté d'énergie renouvelable simplifiée. On en parlera juste après, et une communauté d'énergie citoyenne. Là, c'est une communauté d'énergie renouvelable sans avoir, qui est un peu plus large et sans avoir, par exemple, de limite de périmètre. Et donc, une communauté d'énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est? Ce sont plusieurs membres qui s'associent dans le but de mutualiser une production et une consommation d'énergie renouvelable au travers d'un outil, d'un asset de production, photovoltaïque, éolien ou cogène, qui est propriété, ou en tout cas sur lequel il y a un droit de jouissance par la communauté. Donc la communauté, c'est ici, en l'occurrence, représenté par une forme juridique. Donc il y a une structure juridique à mettre en place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque membre va avoir chaque mois 2 factures. Une facture de la communauté pour l'énergie produite localement et une facture de son fournisseur résiduel qui va alors du coup facturer traditionnellement le delta. Donc il y a des 3 petites spécificités entre renouvelables et communauté citoyenne. Il y a eu beaucoup de discussions sur le type de profil d'entreprise qui pouvait y participer ou pas. Je pense qu'il y a 2-3 slides après que vous pourriez lire peut-être après sur les spécificités. En gros, donc, effectivement, donc, comme Philippe l'a dit, il y a un Clean Energy Package, donc, il y a une directive au niveau européen qui a été transposée en 2022 dans un autre décret, donc pas celui de 2019, mais un nouveau décret ELEC, et les AGOE qui sont tombés ici la semaine dernière, et donc qui permettent tout ça maintenant de pouvoir proposer le cadre légal pour réaliser ces fameuses communautés dont tout le monde parle et que tout le monde attend. À savoir qu'ici, on parle d'électricité. Évidemment, sur la chaleur, il y a les AGOE chaleur qui permettent aussi de mutualiser une production et de pouvoir s'organiser. Et sur le gaz, ici, on va en parler un petit peu plus aujourd'hui, et sur le gaz, il y a aussi un package gaz qui est en préparation au niveau européen et sur lequel eh bien, doivent être prévues aussi des dispositions qui permettent de partager la molécule. Rapidement, donc ici, quelques spécificités sur les communautés d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces AGOE, dans ce décret? Évidemment, donc j'ai dit, c'est une personne morale qui doit être créée. Il faut évidemment des compteurs communicants. Ça, c'est l'autre penchant, c'est qu'on essaie aussi de travailler avec les GRD pour essayer de déployer le plus vite possible ces compteurs communicants pour pouvoir réaliser ces communautés. 2-3 petites subtilités avec des renoncements à la compensation, évidemment, et au tarif social aussi, dans certains cas, en tout cas. Et on a toujours aussi, dans ces échanges intracommunautaires, donc l'énergie qui est mutualisée, une quote-part à payer sur les frais réseau. Donc là, on n'a pas de réduction sur ces frais réseau-là dans les communautés. C'est un peu un combat qu'on a essayé, mais on n'a pas réussi. Voilà. En opérationnalisation, donc qu'est-ce qu'on voit derrière? Quels sont les retours qu'on a des projets des Living Labs qu'on mène? C'est qu'effectivement, donc, cette double facturation-là, donc fournisseurs résiduels et communauté d'énergie, amène une facturation des frais réseau qui va se faire par le fournisseur résiduel. Donc ça veut dire que les frais réseau liés aux échanges intracommunautaires vont être facturés par le fournisseur résiduel. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît un peu compliqué. Ça va peut-être se régler dans les prochaines années avec les nouvelles tarifications qui sont en développement à la COAP, mais voilà, c'est des choses qui vont peut-être être un frein pour certains. On a évidemment responsabilité d'équilibre, parce qu'une communauté va être responsable des plus et du moins, donc du balancing au sein des échanges qu'elle propose, puisqu'elle devient en quelque sorte un fournisseur. Et donc là, il va y avoir aussi un rôle à jouer, une place à prendre, et donc ça va se faire, pour l'instant on fait avec des fichiers Excel, mais si on veut en tout cas avoir un bon rollout, il va falloir peut-être qu'on trouve des acteurs qui se positionnent.
Et on a évidemment un rôle très important du GRD, le gestionnaire de réseau. C'est lui qui va, ex post, faire la répartition, quart d'heure par quart d'heure, de l'énergie produite, qui consomme quoi, en fonction de certaines décisions qui ont été votées, en tout cas au sein de la communauté, et qui sera garant du bon respect de ces différents équilibres. Donc ça complexifie fortement pour l'instant. On fait un relevé par an, en gros, de nos index, jour-nuit quand on en a 2, et là, il y en aura 1 par quart d'heure. Donc ça, voilà, en termes de données, ça va amener des contraintes sur lesquelles les GRD doivent pouvoir, en tout cas, se préparer et doivent pouvoir aussi répondre à la demande. Et il y a un autre acteur, c'est la COAP, évidemment, le régulateur, qui doit, elle aussi, se préparer à pouvoir recevoir une série de demandes de communautés et pouvoir avoir les outils qui permettent d'autoriser les bonnes communautés, puisqu'il y a une autorisation qui va devoir être formulée par la COAP. Donc tout ça nous montre qu'en fait, le cadre est là, mais à mon avis, on ne va pas avoir des communautés d'énergie qui vont se généraliser dans les prochains mois. Il faut quand même apprendre, ça va quand même prendre un petit peu plus de temps et il y a encore un petit peu de travail nécessaire. Donc voilà, notre rôle n'est pas fini. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nos acteurs wallons sont toujours là, sont toujours motivés. On a des technologies, des services et des fichiers, des outils qui permettent de réaliser ces communautés électricité-là et qu'on peut évidemment déployer via d'autres types de communautés, que ce soit de la chaleur ou même du gaz. Donc ici, rapidement, je regarde là, rapidement, il y a des modèles qui se démarquent. Donc les logements sociaux, c'est clair que c'est un modèle très très simple, puisqu'il y a une société qui est propriétaire des compteurs, du toit, du bâtiment, et qui a un certain pouvoir sur ses locataires. Et donc là, on pense, et je pense que certains GRD sont convaincus aussi, que c'est un des premiers business plans qui va se débloquer. Il y en a un autre que nous poussons aussi, c'est la participation éolienne, puisque ça permettra un ancrage local aux projets qui ont un impact dans le paysage des riverains. Et donc là, de manière très simple, on pourrait activer ces communautés d'énergie pour participer, non pas en termes de mât d'éolienne, mais en tout cas une bonne proportion, une juste proportion dans le parc. Les acteurs publics aussi. Donc on a le secteur de l'eau qui s'organise, la SWDE, la SPGE, pour essayer de débloquer toute une série de productions renouvelables sur leur site, qui ne peuvent pas valoriser actuellement parce qu'il n'y a pas de consommation là où ils ont de la place, mais qui pourraient à terme être mutualisées dans une communauté d'énergie citoyenne, puisque là le périmètre est assez large, et du coup diminuer le coût vérité de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit aussi, évidemment. Dans les zonings, il y a d'autres décrets qui sont en préparation au gouvernement avec des accords de branche. Évidemment, c'est une phrase que j'ai reprise ici du cabinet du ministre Henry, qui dit un autre modèle, c'est l'agriculteur qui a une toiture et qui va pouvoir maintenant partager, valoriser son productible avec les citoyens de sa localité. Et l'autre challenge qu'on attend aussi de ces prochaines années avec les GRD, c'est les véhicules électriques. On sait qu'on va vers une forte électrification et qu'il va falloir pouvoir gérer tout ça. Et les communautés, on a une étude ici sur le lien que vous aurez à mon avis, qui permet de montrer qu'on réduit de 15% l'effet des voitures électriques si elles sont de manière intelligente mises en communauté sur le réseau. Donc on va pouvoir activer la charge au bon moment. Et évidemment, alors quoi, est-ce que pour les communautés d'énergie biogaz, il y a une place, est-ce qu'il y a un marché? Quelles sont les questions qu'on peut se poser? Voilà, ce qui nous amène à cette deuxième partie de l'exposé ici. Donc, nous, on n'est pas experts biomasse. Je pense que Philippe et ses collègues sont plus experts que nous. On va juste essayer de poser des bonnes questions, ou en tout cas des questions qui permettront peut-être d'avancer un petit peu dans les réflexions et les questions-réponses qui suivront. Donc, biogaz, je pense que tout le monde connaît, évidemment. Donc, il y a une génération de biométhane, de biogaz qui est maintenue, plusieurs chemins de valorisation, la cogène avec une valorisation locale de la chaleur ou via un réseau de chaleur. Le but, évidemment, est de se raccorder au réseau pour injecter du courant sur le réseau. Les certificats verts sont calculés en fonction de tout ça, évidemment. Ou une autre piste de valorisation, peut-être l'épuration, la compression, et on reste sur de la molécule à ce moment-là, et le stockage avec une valorisation soit locale ou alors sur le réseau. Puisqu'évidemment, on a des réseaux qui sont disponibles ici en région wallonne. Et le PASS dont a parlé Philippe nous montre que dans quelques années, on va devoir faire fi de carburants fossiles, dont le gaz naturel. Et donc voilà, il se pose une question par rapport aux assets existants. Quelle piste activer donc, pour le potentiel biomasse? Voilà, très simplement ici, donc on peut se dire, effectivement, on a une cogène individuelle. Donc si on a un projet, certainement peut-être comme ici, où on a une personne qui est moteur, où on a un projet industriel avec
un nombre de feedstock à pouvoir alimenter pour pouvoir faire marcher le process. Donc il y a un aspect CAPEX qui est là-bas. On vend les lecs au prix du marché, donc un prix qui est assez volatile. On a un usage local. J'avoue que je n'étais pas sur la visite, donc je ne sais pas comment ils valorisent, mais c'est quelque chose qui est assez limité. Donc ça amène un modèle qui est un modèle particulier, qui est sûrement aussi porté par certains subsides, mais qui peut-être mériterait d'être un peu ouvert. Alors on peut l'ouvrir soit via un réseau de chaleur, comme Philippe en a parlé. Évidemment, on valorise de manière plus large la capacité de la chaleur, donc on peut augmenter typiquement la taille peut-être aussi du projet. On a un ancrage local. Si les profils de chaleur sont disponibles au droit du site, ou en tout cas pas trop loin, pour ne pas avoir trop de pertes sur le réseau, et donc on installe un nouveau réseau. Donc ça veut dire que ça prend une dimension un peu différente, il y a d'autres rôles qui vont se créer, etc. Une autre possibilité, donc ces deux volets-là, c'est validé, je pense que le cadre est disponible, financièrement il faut voir un peu le montage des projets. Par contre, une autre piste auquel on aime bien penser avec certains acteurs ici dans la salle d'ailleurs, c'est de faire une communauté d'énergie biomètre. Donc, si jamais on reste sur la molécule, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par la conversion chaleur-électricité, on est pur, on injecte le biogaz directement, on peut avoir à ce moment-là une capacité de valorisation beaucoup plus importante, puisqu'on pourrait, via les réseaux existants des gestionnaires de réseaux actuellement en place, eh bien, injecter le biogaz et le partager localement, de la même manière que ce qu'on le fait avec les LEC, via les réseaux, avec toute une série de consommateurs qui sont plus ou moins proches de la centrale. On en parlera juste après. Donc ça veut dire que ça permet peut-être d'augmenter le rayon d'alimentation en intrant du projet. On peut avoir des projets plus importants. On a peut-être un ancrage local plus large. Donc on pourrait à ce moment-là avoir quelque chose qui se ferait de manière un peu plus large que les premiers cas, où on pourrait penser à l'échelle d'une commune ou même peut-être d'une région, pourquoi pas. Et évidemment, on a un aspect plus collectif. Si on peut se dire que, par exemple, le financement des projets, on en a parlé ici, mais le financement des projets, en communauté, il y a un principe de propriété de l'asset qui peut être réalisé et objectivé par des participations. Je pense que vous avez plusieurs acteurs ici qui présentent ce genre de service. Et donc, les utilisateurs finaux de la molécule pourrait être aussi propriétaire d'une partie de l'asset de production. Donc c'est un modèle qui permet effectivement de se poser des questions et qui mérite qu'on s'y pose. Et je pense que c'est un petit peu le but ici de certains projets des gestionnaires de réseau en question. La question à se poser, c'est OK, il y a un prix à fixer par contre. Donc le prix de vente du méthane, le coût de revient, je pense que c'est entre 80 et 100 euros le mégawattheure. Eh bien, il va falloir, donc c'est un coût qui est un peu supérieur à ce que les clients ont dans leur contrat avec leurs fournisseurs habituels. Mais c'est un prix qui est très volatile, évidemment. On passe de 40 euros à 400 euros comme ça en quelques mois. Et donc là, l'objectif, c'est de se dire, tiens, est-ce que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir un prix garanti sur plusieurs années? Donc ça peut être un élément et une question clé. On en reparlera juste après. L'étude de Valbium avec Gaz.be de 2019 nous montre qu'il y a effectivement un potentiel d'injection du biogaz qui est assez important, surtout dans le sillon aussi Sambre-et-Meuse, qui est un sillon très important pour l'énergie, parce qu'on en parle très souvent. Et on a par contre certains réseaux, certaines parties de la région qui ne sont pas, donc nous on est ici, qui ne sont pas bien desservis en réseau, ou en tout cas où les réseaux ont une capacité d'accueil qui est inférieure à la capacité de production ou d'injection qu'on aurait sur les cartes. Donc cette logique de mutualisation et de périmètre plus élargi d'injection et de partage d'énergie de biogaz, de biomètre, pourrait avoir du sens. Donc voilà, donc ici, comme je vous ai dit, c'est quelque chose, ici on fait un peu de teasing, je vois que le ministre Boursu vient d'arriver, bonjour. Donc on se pose des questions pour essayer de voir de quelle manière est-ce que le cadre pourrait en tout cas prédisposer les projets de ce type-là. Donc on a parlé du prix, évidemment, donc là il y a une question à se faire sur le prix. Est-ce que les gens sont prêts à payer un prix un peu plus élevé, mais garanti sur le long terme, pour pouvoir bénéficier de ce genre de modèle ?
L'autre question à se poser, c'est, OK, on est sur un marché, le prix, comment est-ce qu'il va se comporter par rapport à des clients industriels qui vont être aussi, on sait que la molécule, le gaz naturel va peut-être, on va fermer en tout cas certaines vannes, donc le prix risque peut-être, l'intérêt de certains industriels va rester très élevé. Est-ce qu'ils ne risquent pas de tirer ce prix-là vers le haut et du coup, eh bien, ce prix garanti sur le long terme risque peut-être aussi de dépasser l'acceptabilité des clients finaux. L'autre question, c'est l'électrification massive. On sait qu'on va vers une électrification. Hier, il y avait l'énergie Outlook d'Agoria avec l'IEA. On voit qu'on va vers ce scénario-là. Et quid alors des chaudières chez les gens, les chaudières gaz, donc encore une fois, pour pouvoir garder ce portefeuille d'utilisateurs finaux du biogaz. Puisque, évidemment, celui qui va mettre en place une communauté, les membres peuvent sortir et rentrer comme ils veulent. Donc on reste un petit peu dans cette idée libéralisée de la fourniture d'énergie. D'autres questions plus pratiques vont se poser. Par exemple, qui va jouer le rôle du gestionnaire de communauté? Donc pour l'instant, dans un immeuble, le syndic d'immeuble a un rôle prédisposé à pouvoir jouer ce rôle de gestionnaire de communauté. Quid, par exemple, ici, d'un projet d'une communauté biogaz. Les agences de développement territorial, comme la SPI ou le BEP, ont aussi une prédisposition à pouvoir jouer ce rôle dans les zonings. Donc voilà, c'est une question qui est en tout cas à répondre. Le périmètre, quel périmètre a le plus de sens? Si on veut se dire qu'on fait une communauté biogaz dans un cercle restreint, quel est-il? Est-ce qu'on passe par Fluxys ou est-ce qu'on reste sur la maille du GRD? Donc je pense que là, des projets tests, des projets pilotes doivent pouvoir répondre à ces questions-là. Donc évidemment, les stakeholders du marché, quelle est leur position? On en parlera juste après. Mais je pense que ça, c'est la conclusion de la présentation. C'est que si on veut aller vers ce modèle-là, sur base de ce qu'on a fait sur les communautés d'énergie électrique, ici avec le gouvernement, avec les régulateurs, avec les gestionnaires de réseau, c'est qu'il faut tester rapidement des modèles pour identifier un peu les éléments intéressants, les points de blocage et évidemment voir de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir adapter le cadre légal. Donc, une petite piste ici pour répondre déjà à certaines questions. Évidemment, les GRD sont motivés par cette opportunité. Ils ont des projets qui sont déjà dans les cartons. Donc, on travaille avec Corée sur 2 projets de communauté d'énergie biomètre, un à Charleroi et un à Namur, orientés logements sociaux. Je pense que là, c'est une vision qu'eux ont, et dans une zone où le réseau de gaz existant est assez conséquent. Et RESA a également ici, ici dans la région en tout cas, 5 projets d'injection qui sont à l'étude, qui avancent assez bien. Je pense que les résultats vont être publiés dans quelques jours. Et une objectivation évidemment du potentiel aussi d'injection. Donc voilà, donc en gros j'étais un peu vite, sorry, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir adresser cette question-là avec aussi les acteurs pour que vous puissiez peut-être poser vos questions et réagir, puisque finalement c'est un peu aussi vous qui allez être partenaire de ce genre de communauté. Ouais. Voilà. Je passe la parole. Donc voilà, ce sera à moi, mais je dois être court, précis, bref, ça va être compliqué, puisque je dois laisser un peu de temps au ministre et vous laisser le temps de poser quelques questions. Mais je vais faire vite. Je n'ai pas envie de vous fatiguer en parlant longtemps et en me répétant, puisque certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler. Et oui, j'aime m'entendre parler. Ça, c'est clair. Et vous le savez. Donc voilà, on est ici sur le site d'Auchan Énergie. On va faire un petit peu d'histoire, parce que c'est toujours important de se rappeler l'histoire. Alors, notre histoire, elle est quand même courte, puisqu'effectivement, il n'y a pas bien longtemps que nous sommes là. On n'est pas encore prêt à faire un livre sur nous, mais tout doucement, nous arrivons à l'écrire et à faire notre place et à travailler avec d'autres membres du même secteur et des passionnés, tout comme nous, aussi bien producteurs qu'institutions publiques qui veulent aller dans le même sens. Donc, en 2011, une étude territoriale du Gall, pays des Condrus, 7 communes avoisinantes qui vient de s'agrandir pour le moment. Je dois aller très vite, donc voilà. Ça a défini plusieurs projets potentiels, 18 projets, dont celui d'Auchan Énergie. Et voilà, le seul à être là, c'est le nôtre. Grâce au support de beaucoup de membres, grâce au courage de beaucoup de personnes qui m'entourent et qui supportent tout ce que je fais, tout ce que je dis au quotidien. Et Dieu seul sait que ce n'est pas simple, mais on est là quand même. L'étude de préfaisabilité, le dépôt du permis,
l'étude de préfaisabilité est faite par Assys Group, donc Assys Group qui est propriétaire de plusieurs institutions de santé, dont la maison de repos qui est ici derrière. C'est la base de l'étude d'aujourd'hui ou de ma présentation d'aujourd'hui, puisque c'est là où nous valorisons notre chaleur. Je reviendrai tout à l'heure. La constitution d'Ocha Énergie est faite en 2013. Le dépôt de permis est fait lui aussi en 2013 et nous recevons l'octroi du permis unique en juillet 2014. Belle fenêtre puisque pour les personnes qui étaient toujours intéressées par le secteur, et je suis sûr que vous le savez tous, la réglementation a changé le 1er juillet 2014. Donc tous les permis qui pouvaient être obtenus changeaient de cadre de rémunération. Et je ne doute pas que chacun d'entre vous connaît cette histoire qui a soumis pas mal de projets et de producteurs à des difficultés en 2013 et avant en tout cas le 1er juillet 2014. 2016, on construit. Vous vous doutez qu'entre les deux, on n'est pas resté sans rien faire. Il a fallu trouver des solutions de financement. C'est bien sûr pas un parcours simple, c'est pas le plus facile à faire, mais ça fait partie du jeu. 2017, on produit, on a mis une dizaine de mois pour commencer les travaux et puis arriver à mettre en production. Alors tout n'était pas fini, mais ça c'était déjà une première étape. Et puis il y a eu une extension puisqu'on a commencé avec un premier moteur de 600 kW et aujourd'hui, vous l'avez vu, vous êtes passé à côté, il y en a 2 moteurs de 600 kW. Pourquoi une extension? Parce que c'était prévu dès le départ, on avait déjà ça en tête. Et il fallait voir si le potentiel des intrants répondait, si on avait des solutions pour évacuer notre digesta et si nous aussi, nous étions prêts à aller plus vite et en faire plus. En quelques chiffres, je vais aller très vite aussi, je vous l'ai dit, 2 moteurs de 600 kW électriques. C'est quand même important de le rappeler. Ici, nous avons l'actionnaire majoritaire, ce sont des coopératives citoyennes, une pour une petite part, mais qui a un ancrage local, et puis une coopérative plus forte qui est émission zéro, puisque dans ma base aussi de réflexion, je suis du secteur agricole, puisque j'ai toujours une ferme dans la commune voisine, mais c'était important de rapprocher le citoyen. On parle toujours de la fourche à la fourchette, mais je pense que le commun des mortels doit quand même se rappeler de tout ce que l'agriculture est capable de faire pour nous et surtout pour eux. Et donc moi, je pense être aussi un entrepreneur qui cherche des solutions pour tous les citoyens. Il ne faut jamais oublier que là, on a besoin de manger, on a besoin d'énergie. On voit que c'est les 2 fondamentaux dans les crises que l'on vient de passer. Et donc, il fallait trouver une solution pour moi, pour rapprocher le citoyen à notre projet. Et les coopératives citoyennes sont devenues, dans le montage financier, une logique implacable, puisque je n'étais pas capable, personnellement, de collecter des fonds en faisant du porte-à-porte ou en gérant ce type de structure-là. On a déjà suffisamment de travail, nous, ici. C'est 35 000 tonnes d'intrants à l'année, plus ou moins 100 tonnes par jour, très vite. 12 emplois directs et indirects. Ça reste important dans des zones comme celle-ci où on a besoin de créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée. La collaboration, c'est plus ou moins 30 agriculteurs dans un rayon de 20 km par rapport ici à notre site d'exploitation. Le réseau de chaleur, puisque c'est la partie qui est la base de la présentation. On oublie Ocha Énergie, on oublie la biométhanisation. C'est la valorisation de la chaleur des moteurs de cogénération. En 2017, décembre 2017, nous mettons notre installation en service. Donc les premiers kilowatts thermiques sont fournis à Assys Group, qui, je rappelle, au début, a été le financeur de l'étude de faisabilité du projet. Donc ça démarre vraiment bien à l'idée de valoriser d'abord la chaleur avant d'en arriver à la production. C'est 990 mètres de conduite jusqu'à arriver chez eux à l'entrée de leur propriété. Donc on n'est pas encore dans leur système de chauffage puisque c'est un ancien bâtiment relativement complexe pour arriver, mais on est à la limite de propriété avec les 990 mètres de canalisation. C'est un prix, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il faut définir un prix dans les communautés d'énergie. Ça a été relativement compliqué avec eux, même s'ils étaient à la base du projet et à la base de la réflexion de la formule, puisqu'ils ont plusieurs institutions de soins de santé. Ce sont des personnes qui utilisent du mazout, puisque ici, il n'y a pas de gaz. On l'a vu tout à l'heure, on est bien situé dans une zone très blanche où il n'y a rien pour nous. Et puis à côté de ça, ils ont effectivement des institutions de santé qui peuvent valoriser du gaz. Alors il faut se rappeler quand même qu'on est bien en arrière, où le prix du gaz était relativement bas. Aujourd'hui, je pense que tout le monde se méfie de la volatilité du prix du marché. Et donc, pour eux, se rassurer, il était important que nous prenions en compte le prix du mazout et le prix du gaz pour réaliser cette formule-là.
Moi, je n'étais pas contre, je n'en voyais pas fondamentalement l'intérêt, mais vous savez toujours que pour trouver un bon accord, c'est deux personnes comptantes, il n'en faut pas qu'un seul gagnant. Et puis, depuis 2017, c'est 5525 MWh fournis. Alors, ce chiffre-là ne parle peut-être pas à tout le monde, mais ça représente quand même 525 000 litres de mazout non consommé. Alors, effectivement, on n'a peut-être pas les meilleurs chiffres ici sur l'installation en termes de valorisation de chaleur, puisqu'il en reste encore beaucoup en période estivale, mais réellement, notre impact, il est là. Ce n'est pas ce qu'on n'a pas valorisé et qu'on doit regarder, je pense. C'est ce qu'on a déjà fait. Alors, l'expérience. Je pense que c'est compliqué. Tous les projets sont compliqués. Mais je pense que pour arriver à s'intégrer à un bâtiment qui est déjà existant, nous avons la chance ici d'avoir un seul consommateur de chaleur. Alors, est-ce un choix? Est-ce une facilité? Je vous répondrai oui à toutes vos questions, mais c'est une chance avant tout. On a une institution qui valorise énormément de chaleur et qui a aussi un but social. Donc, c'est une maison de repos. Nous en aurons tous besoin. Nous sommes peut-être tous déjà allés dans une. Et puis, c'est de l'emploi local et c'est aussi une ASBL. Donc, association sans but lucratif. Et ça n'engage que mes convictions personnelles, mais ça reste aussi avec un peu de sens dans toute cette économie circulaire d'aujourd'hui. Le choix de l'itinéraire et de son implantation. Alors ça, c'est un long parcours, puisqu'effectivement, c'est évident ici, on n'a traversé que des terrains privés. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a différents propriétaires. Des gens qui ont déjà fait des donations à leurs filles, des filles qui n'habitent plus en Belgique. Alors ça dure du temps chez le notaire. Mais quand tout est bien fait, on en a fini. Le choix du fournisseur pour ces produits, ou du moins pour l'installation. Alors ça, que mettre? Quelle puissance définir? Où allons-nous aller avec notre réseau? Devons-nous prévoir une extension de ce réseau? C'est une longue histoire. Mais je pense que le principal, c'est de savoir être mis dans une position confortable, sans se bloquer dès le début. Mais encore une fois, si on n'est pas bien entouré, on ne peut pas le faire. Alors là, c'est le nœud. L'équilibre du réseau lors de la mise en service. Vous vous rendez compte qu'on arrive dans une institution de santé où l'hygiène doit être irréprochable. On arrive avec un ancien chauffagiste qui a ses habitudes, puisqu'à titre indicatif, la maison de repos a 2 chaudières de 750 kW et nous avons une sous-station de 500. Le chauffagiste nous a dit « jamais ça marche. Jamais on arrivera, il manque des chevaux. » Eh bien, à mon avis, notre poulain, c'était génial. Parce qu'aujourd'hui, ça a marché, alors ça a été très compliqué. C'est un parcours... On peut parler des heures, mais ça ne sert à rien. En fait, ça reste toujours de se dire qu'il faut être bien entouré et que ce soit directement bien conçu. La maintenance et le maintien de la température délivrée. Donc ça, c'était aussi fortement important pour eux. Donc ici, on travaille sur une boucle de température 85-65, départ de notre installation. Les 990 mètres de transport, alors la perte sur le réseau, elle est très faible, c'est 1 degré plus ou moins du kilomètre. Des ingénieurs vous expliqueront ça certainement beaucoup mieux que moi. Par contre, il y a des pertes qu'il ne faut pas négliger, c'est à chaque échangeur, en fonction de la température extérieure, en fonction de la saison. Là, on est sur de 2 à 4 degrés, et ça reste quand même toujours à prendre en compte, il ne faut pas l'oublier. Et eux ont une demande d'une température quand même relativement élevée pour que ça puisse fonctionner chez eux d'une manière correcte. Alors le futur, la valorisation de la chaleur. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un bon élève. Je ne valorise pas 100% de ma chaleur. C'est vrai. Vous avez tous raison et vous pouvez tous me punir pour ça, mais c'est comme ça. En 2020, on a introduit, quand on a fait notre demande d'extension, dans notre permis nous permet de placer un système ORC, cycle organique de Rankine. Avec une boucle de 90-70, on pouvait faire de l'électricité. Alors c'est un beau projet, c'est une belle réflexion. Mais est-ce que c'était faisable, oui ou non? J'ai toujours pas la réponse. On a fait des études, notre permis nous permet de le faire. Mais je pense qu'en 2020, on ne va pas revenir sur l'histoire du Covid, mais l'instabilité des entreprises sur des petits modèles comme ça me semblait très très dangereux et risqué pour nous. Donc effectivement, on n'a pas été plus loin que ça. L'installation d'un séchoir est réfléchie, mais que sécher? Avec quel intérêt? Pour qui? Est-ce que nous devons sécher du bois qui va juste faire du transport, aller-retour? Devons-nous
Trouver une autre source, sécher des produits agricoles dans une saisonnalité très très faible. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Avoir plusieurs séchoirs? Mais ça devient impossible à gérer financièrement. Voilà, on a décidé de mettre la valeur d'un séchoir dans notre réseau de chaleur. C'est un autre choix. Voilà, on a démarré sur ça et je pense que les projets viendront dans le futur. Voilà. Le séchage reste quelque chose qui m'intéresse, mais surtout, je veux sécher un produit qui a du sens. Et les projets avec des partenaires. Ça, on en a croisé des gens qui voulaient faire de la spiruline chez nous, des gens qui voulaient faire des tomates. Mais vous savez, quand on commence à parler d'argent, tout le monde s'en va. Il va bien falloir trouver une solution pour s'implanter. Il faudra définir un coût de notre chaleur, même s'il est très faible. On remarque que la naissance d'un nouveau projet est toujours compliquée. Et donc voilà, je vais conclure, comme ça j'essaye d'aller le plus vite possible. La valorisation de la chaleur, c'est la base du projet Ocha Énergie. C'est le début, c'est le commencement. En 2011 avec une étude du GAL, en 2013 avec le financement de l'étude de faisabilité par Assys Group. C'est une mise en place précise pour une exploitation confortable. Soyons très clairs, le réseau de chaleur, c'est du velours pour un exploitant. Ça nous donne un peu de travail de com avec notre client, et une facture mensuelle. Aujourd'hui que tout fonctionne, c'est relax. Un séchoir, c'est de l'entretien, c'est des risques d'incendie, c'est de la manutention en continu et c'est du personnel. Alors là, on valorise de la chaleur sans personne qui remplace du fioul. Moi, je trouve ça génial. Et la valorisation estivale, ça reste un défi. Parce qu'effectivement, notre installation, elle a besoin de chaleur pendant tout l'hiver. Elle doit fonctionner, on doit chauffer nos digesteurs, on doit avancer, on doit continuer à produire. Et puis en été, bien sûr que nos digesteurs ont bien besoin de chaleur puisque les matières sont chaudes et la température est là. Et pourtant, notre production de chaleur, nous, elle reste constante, comme notre électricité. Alors que faire pour y arriver? Voilà, ça sera la question de fin. J'ai essayé d'aller au plus vite, Philippe. Tu ne m'en veux pas? On passe aux questions-réponses. Et voilà. Voilà, donc effectivement, je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, voilà. Vous avez les trois intervenants. Si. Une question pour Monsieur Dachouf. Pour les communautés d'énergie, on voyait qu'il y avait une contribution pour la partie distribution, taxes, etc. Est-ce que vous savez en dire un peu plus? Si c'est juste la molécule qu'elle déplaçait, et si du coup tous les autres coûts sont en 1 pour 1 par rapport à un fournisseur, ou s'il y a un décalage par rapport à ça? Donc ici, merci pour la question, mais ici, donc nous, ce dont j'ai parlé, c'est sur les LEC, hein, évidemment. Pour l'instant, c'est le seul cadre qui est valable. Je pense que là, il y a les tarifs. Donc les LEC, c'est un marché régulé, donc le régulateur a son mot à dire sur la tarification, qui est revue tous les 4 ans. Elle va être revue tout prochainement, en 2024, c'est postposé en 2025. Et donc avec d'autres tarifs. Ce qu'on se dit et ce que les projets montraient, c'est qu'effectivement, d'office, il y a une contribution sur le réseau qui est assez intéressante quand tu as des électrons qui sont échangés, qui font quelques mètres dans un bâtiment, par exemple, en 2 compteurs. Et pourquoi payer autant que tout le monde, que ceux qui ont les legs de Tihange, pardon. Et donc voilà, maintenant il y a une déposition aussi, une solidarité par rapport au réseau et aux frais réseau, cette espèce d'enveloppe, une peur de certains de recréer des bulles aussi, encore une fois, comme on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Et donc l'orientation du décret et du texte des AGOE va vers une non-considération, enfin en tout cas pas de réduction sur les frais réseau pour ces échanges-là. Alors maintenant, puisque la question concerne aussi les molécules, si on parle de gaz, pour le gaz,
Le gaz est actuellement, le gaz naturel, un marché régulé aussi, avec de nouveau d'autres tarifs. Donc là, peut-être que le GRD pourra en dire plus que moi là-dessus. Je pense que dans les différentes réflexions, puisqu'on s'est revu tous les 4 ans, les différentes réflexions, il va falloir pouvoir anticiper et pouvoir valoriser ces échanges, en tout cas intermittents, enfin, en tout cas la consommation, je vais dire prendre autrement, excusez-moi, la consommation d'énergie devra être soutenue, en tout cas encouragée au moment où on produit. Donc ça, c'est un peu l'idée de la COAP pour l'instant dans leur nouveau tarif réseau ELEC. Je pense que pour le gaz, ça pourrait être une piste aussi, puisqu'il y a une série de choses qu'on peut transposer. Et donc là, on définit pour l'instant, je pense que le gouvernement, enfin, la COP est en train de réfléchir à des heures solaires, par exemple. On part du tarif jour-nuit et on sait quand on produit pas. Et donc du coup, on peut changer ces tarifs-là à ce moment-là. Mais sinon, pour le reste, il faut aussi rester le plus cohérent possible par rapport à une vue plus globale du réseau et des frais pour la communauté, quoi, évidemment. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sinon pas, mais j'ai essayé. Une autre question ? Tu veux ça ? Il y a encore une question ? Oui. C'est pour savoir la ration journalière que vous mettez, proportion maïs, fumier. Donc la ration journalière, c'est 65% effluents d'élevage, 20 à 25% cultures dédiées, que ce soit du maïs ou culture intercalaire, et le reste, ce sont des coproduits agroalimentaires. Y a-t-il encore des questions ? De toute façon, après, on peut encore discuter à l'issue de la rencontre. Eh bien, alors, je voudrais vraiment remercier les orateurs de cette journée, et particulièrement Grégory. C'est vrai que tu parles beaucoup, mais je pense que... mais je pense que c'était quand même très inspirant. On est vraiment convaincus au niveau de Valbium que c'est ces échanges d'expériences qui sont les plus utiles. Dans l'Assemblée ici, il y a pas mal de personnes qui se posent la question justement de mettre en place une unité de biométhanisation sur leur territoire ou dans leur entreprise. Ces échanges d'expériences sont extrêmement inspirants, et je rappelle à ce niveau-là qu'il existe une fédération de biométhaniseurs qui est ici représentée. Donc n'hésitez pas à les contacter aussi, puisque c'est eux qui ont généré quelque part toute cette expérience, et c'est toujours extrêmement utile si vous avez des idées de produire vous-même une unité de biométhanisation. Alors, tant que je suis dans les remerciements, je voudrais remercier également les sponsors qui nous ont permis notamment de proposer une captation vidéo qui va nous permettre de diffuser les 3 visites de terrain que nous avons organisées. Je rappelle également que les événements que nous organisons ne sont possibles qu'avec le soutien de la Wallonie, et qui nous soutient depuis 20 ans maintenant, pour pouvoir organiser, mettre en réseau, booster et faire en sorte que des vrais projets sortent de terre. Alors, un petit merci également à l'équipe, notamment biométhanisation, et des personnes qui travaillent dans l'ombre mais qui font en sorte que ces événements soient toujours des réussites. C'est l'équipe communication, donc avec Alice et Aurore qui se trouvent là. Moi, je propose un applaudissement parce qu'ils font toujours un excellent travail. Alors, pour revenir au niveau de la biométhanisation, il y a 2 indicateurs qui nous font dire que la production du biogaz à partir d'unités de biométhanisation risque de connaître une accélération très forte. Maintenant, nous sommes vraiment à un moment de bascule. Ces 2 indicateurs, c'est d'une part les objectifs qui sont fixés au niveau de l'Europe, qui sont traduits dans des ambitions régionales. On l'a vu dans le PAS qui vient d'être voté hier, où les objectifs en termes de biogaz sont extrêmement importants. Et la deuxième chose, c'est que chez Valbium, nous avons un nombre très impressionnant de collectivités, d'intercommunales, d'entreprises, d'agriculteurs qui viennent nous voir maintenant pour étudier la possibilité de développer des unités sur leur territoire ou dans leurs entreprises. C'est vraiment très impressionnant. C'est évidemment dû à cette fluctuation des prix de l'énergie qui a un petit peu secoué les esprits. Mais on s'est amusé avec l'équipe Biomet cette semaine-ci de mettre sur une carte tous les projets dont on avait entendu parler, c'est-à-dire des projets qui sont dans différents stades de maturité. Certains sont au stade de l'idée, certains ont déjà fait l'étude de faisabilité, certains sont en construction. On les a mis sur une carte, et il y a plus d'unités pour le moment en gestation que toutes les unités qui ont été construites en 20 ans.
C'est vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté, que ce soit des secteurs publics, que ce soit des industriels, d'y aller. Alors, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur du biogaz savent que cette explosion ou cette accélération nécessite un cadre de soutien, un cadre légal plus fourni que ce qu'il y a pour le moment, qui propose certainement des fragilités et qui ne va pas permettre de soutenir ça. Alors, heureusement, notre gouvernement y travaille. Le PAS donne des directives et des recommandations très claires par rapport à ça. Et donc j'ai vraiment le plaisir, et je le remercie encore, d'accueillir Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Économie, Monsieur Willy Boursu, et qui va nous partager sa vision sur la biométhanisation et la vision de son gouvernement. Voilà, Monsieur le ministre. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Merci à Valbiom, à l'ensemble des partenaires pour tout le travail mené, à la fois le travail d'explication, d'illustration, d'exemplarité d'un certain nombre de dossiers. Merci à Océan Énergie et à Grégory pour son exposé, non seulement passionné, mais passionnant, ainsi qu'à tous les experts qui ont partagé leur savoir et leur temps ce matin avec vous. Je souhaitais être présent et par ma présence, d'une part, déjà exprimer le soutien du gouvernement et mon soutien personnel par rapport aux efforts déployés pour pouvoir concrétiser plus largement et substantiellement la filière, la déclinaison en un certain nombre de projets de la filière de biométhanisation à l'échelle de la Wallonie. Je ne vais pas rappeler, si ce n'est de façon extrêmement succincte, à quel point, vous l'avez souligné vous-même, le contexte géopolitique, d'une part, nous a rappelé que notre autonomie, de façon générale, en matière de production énergétique, est un élément non pas théorique pour les livres d'histoire, mais un élément extrêmement important pour notre réalité et la préservation de notre futur. Deux, alors que le rapport du GIEC vient de livrer ses conclusions actualisées, tout aussi dramatique, voire plus dramatique encore que les précédentes en ce qui concerne les perspectives que ce rapport établit. Je ne dois pas, à cet égard non plus, faire longue démonstration. Et puis nous avons vécu, fruit de la guerre, fruit de la crise et de cette géopolitique que j'appelais à la barre il y a quelques minutes à peine, nous avons vécu une extrême volatilité des prix qui a secoué brutalement non seulement les acteurs socio-économiques, mais un certain nombre d'institutions et les citoyens de façon générale. Jugez-en plutôt, si j'ai bonne mémoire, le 26-27 août de l'année dernière, le mégawatt-heure de gaz se commercialisait au-delà de 420-430 € par mégawatt-heure, venant d'un montant qui était lui-même avant crise, plutôt autour de 30-35, avec quelques variations encore dans le temps. C'est dire à quel point toutes ces raisons nous amènent au niveau du gouvernement à soutenir le déploiement de la biométhanisation et de nous inscrire ainsi dans ce qui est une ligne de conduite qui apparaît peut-être un peu lointaine, mais qui est là aujourd'hui, qui est fixée au niveau européen. Et cette ligne de conduite, c'est la sortie progressive des énergies fossiles dans leur globalité, avec des échéances intermédiaires, mais une sortie complète de l'utilisation des énergies fossiles, en tout cas à échéance de 2050, en tout cas et au plus tard. C'est dire à quel point, et vraiment, vous ne l'avez pas programmé en tenant compte évidemment de cet élément-là, mais à quel point cette réunion, cette session d'information tombe en plein dans l'actualité. Vous l'avez évoqué il y a 2 jours avec Philippe Henry, le ministre de l'Énergie, et nos collègues du gouvernement. Nous présentions le plan Air, Climat, Énergie, c'est-à-dire le volet wallon du plan national énergie-climat qui sera lui-même produit et communiqué dans quelques temps maintenant. Ce plan, il prévoit
toute une série d'éléments. C'est une brique de plus de 200 pages. Je ne vais donc pas les aborder tous, ces éléments, mais notons parmi ceux-ci des points très précis. Vous avez déjà mentionné des objectifs très clairs en termes de biométhanisation et d'objectifs à atteindre. Je voudrais aussi signaler que ce plan intègre pleinement la sortie du gaz fossile à horizon 2050 au plus tard, et en déployant évidemment le potentiel des biogaz. On a aussi souligné l'implication du secteur agricole, du secteur agroalimentaire globalement, en ce qui concerne la biométhanisation, puisque on le sait, vous l'avez rappelé, Grégory l'a mentionné en ce qui concerne le mix, si je puis dire, déchets qui alimente l'unité de production ici. On le sait, on doit articuler le déploiement de la biométhanisation à la fois sur un certain nombre de déchets, de sous-produits, de production de lisier, de purin, de fumier, de déchets organiques divers, de déchets de ménage, de plantes énergétiques et aussi subsidiairement d'un certain nombre de productions agricoles dédiées pour ce faire. Et si je mentionne cet élément, c'est parce qu'il n'est pas neutre. On le voit régulièrement exposer, cette forme de concurrence, cette forme d'équilibre entre production à vocation alimentaire, à vocation nourricière, production pour le bétail, production pour l'agroalimentaire, et puis la production à destination énergétique. Et c'est en cela que le gouvernement a, et de concert avec Valbiome, l'intention de pouvoir stabiliser, de pouvoir créer un cadre réglementaire qui veillera à la fois à sécuriser, c'est important de pouvoir, dans un business quel qu'il soit, dans un plan d'affaires, évoluer dans un cadre juridique qui soit suffisamment stable, pérenne et sécurisé. Donc le gouvernement a décidé, d'une part, d'établir et de proposer un cadre réglementaire, en ce compris un cadre réglementaire évidemment qui va soutenir le développement de la biométhanisation, mais aussi régler, veiller à articuler cette potentielle concurrence entre cultures vivrières et par ailleurs cultures énergétiques, et d'autre part maintien de la fonction ou de la production à vocation nourricière. L'autre élément qui me paraît important, c'est de bien situer le potentiel de la biomasse, puisque ce potentiel, il est, suivant les statistiques, à environ 80% d'origine du secteur agricole. C'est dire à quel point le rendez-vous est ici important, le rendez-vous en termes de possibilités de projets, de soutien au business plan de ces projets. Et on sait que la biométhanisation, si je puis dire, agricole, intègre plusieurs fonctions. La production d'énergie, que ce soit de gaz ou d'électricité, bien sûr. La gestion des effluents, ce n'est pas évidemment pour toutes celles et ceux qui sont issus du monde agricole ou qui en sont passionnés, ou les deux, ce n'est évidemment pas une question anodine. Et elle l'est encore moins quand on voit les enjeux en termes d'azote, en termes d'effluents dans les régions qui nous entourent. Donc avoir une dynamique de gestion positive des effluents complémentairement évidemment à leur rôle fertilisateur agricole, c'est un point important. Et le troisième point, c'est précisément la fertilisation des sols, en ce compris avec les digestats résultant post-process de biométhanisation des opérations qui y sont déployées. Notre volonté est donc aussi complémentairement de pouvoir stabiliser les éléments de soutien financier. Vous l'avez évoqué dans le cadre des projets, et Grégory l'a illustré de façon très claire. À un moment, quand on a conceptualisé, si je puis dire scientifiquement, techniquement, du point de vue agricole, gestion des flux, le dossier, il faut s'asseoir autour de la table pour stabiliser le modèle financier et finalement pouvoir mobiliser les ressources. Et ceci n'est pas la moindre, évidemment, des affaires, le moindre des défis dans le cadre de ces dossiers. Et c'est ainsi que plusieurs pistes et aussi plusieurs types de soutien existent et existeront à l'avenir, notamment à travers ces octrois de certificats verts et cette nouvelle méthodologie de calcul du taux d'octroi, aussi appelé CPMA, c'est-à-dire basé sur le coût de production moyen actualisé, qui entrera en vigueur prochainement. Et la vocation à être, d'une part, équilibrée, transparente, c'est-à-dire
compréhensibles, en adéquation avec les attentes d'un investisseur, qui permettent donc de se projeter dans le temps en disant ce soutien-là, cette organisation du soutien à travers les certificats verts, c'est un dispositif sur lequel je peux m'appuyer. Et troisièmement, bien sûr, d'être largement concerté avec le secteur de manière à bien correspondre aux attentes en termes de soutien financier. On le sait, indépendamment de cela, l'énergie elle-même, plutôt que d'être un centre de coût, peut devenir un centre au moins partiel de revenus pour l'activité agricole. Et par ailleurs, c'est le cas ici, c'est le cas dans d'autres unités. Je pense qu'on peut enraciner ce type de projet à la fois dans une dynamique locale, qu'elles viennent des pouvoirs locaux, des associations, des GAL ou d'autres structures encore, et donc avoir cette connexion avec les citoyens, avec les communautés villageoises ou urbaines avoisinantes. Elle est aussi génératrice, me semble-t-il, de perspectives qui ne sont pas des perspectives que l'on retrouve matérialisées directement dans une contrainte légale et réglementaire. Il est une évidence qu'indépendamment des obligations européennes, des obligations que la Wallonie s'est fixées et se fixera à l'avenir, il est une évidence qu'un certain nombre de sociétés, qu'un certain nombre d'institutions veulent, eu égard à leurs responsabilités sociétales, sociales et environnementales, s'inscrire dans une démarche qui est une démarche qui va plus vite, qui va plus loin, qui est avant-gardiste et qui traduit le fait qu'un grand nombre d'entreprises et ou d'institutions souhaitent avoir une démarche qui soit ou qui puisse être considérée comme plus respectueuse, voire largement exemplaire en matière climatique. Ne mésestimons pas l'appel d'air que représente en termes de demande dans le futur cette réalité. De plus en plus de sociétés et d'institutions, et le cadre que je viens de rappeler, notamment concernant les enjeux et les dangers climatiques, le cadre va encore accentuer cet élément demande lorsque j'évoque les réalités financières, d'investissement, de soutien, d'obligations légales. Si je veux être complet, je dois ajouter cet élément à mon propos parce que, évidemment, lorsqu'on se lance dans une production, qu'elle soit de chaleur, d'énergie, au départ de la biométhanisation, il faut évidemment que l'on soit raisonnablement assuré que les clients ultimes seront au rendez-vous et qu'ils puissent être au rendez-vous, bien sûr, dans un cadre d'achat, dans un cadre de coût qui est acceptable pour eux. Cet engagement sociétal de plus en plus présent du monde de l'entreprise et ou des institutions publiques ou parapubliques est un déclencheur, est un amplificateur de cet élément demande qui me paraît essentiel. Je ne serai pas beaucoup plus long dans mon propos puisque le temps s'en est allé pas à pas, comme toujours, mais je suis évidemment, et je reste, et les équipes de Philippe Henry, mes équipes, pour ce qui concerne le volet énergie chez Philippe, en ce qui concerne les volets agricoles, économiques chez moi, sont et restent à votre disposition comme les experts qui sont ici présents et rassemblés par Valbiom pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions complémentaires ou d'attentes qui seraient par ailleurs exprimées. Voilà, merci de votre attention et merci de m'avoir donné l'occasion, une fois encore, de jeter un coup d'œil plein de tendresse vers ces admirables campagnes qui nous entourent ici aussi. Merci à vous. Merci Monsieur le Ministre pour cette vision, pour ce partage de la vision de votre gouvernement. Je tiens à vous remercier aussi tous. Donc vous étiez très nombreux. On a dû malheureusement refuser. Il y avait à peu près 160 inscrits. Je remercie encore Grégory de nous avoir mis à disposition cette infrastructure pour vous accueillir tous aujourd'hui. Et alors n'hésitez pas, si vous avez des questions techniques ou simplement vous êtes au stade d'idées, de venir voir les différents experts qui se trouvent ici. C'est facile, ils ont tous une veste verte. Il n'y a que moi qui l'ai oublié. Voilà, donc voilà. Oui, d'accord. Donc ils sont ici, n'hésitez pas à aller les voir pour poser vos questions. Donc voilà, je vous remercie encore et rendez-vous à nos prochains événements.